Bonjour à tous, bienvenue sur la séance 22. Nous allons sur ce cours GNU Linux aborder pas mal de notions très importantes. Donc on va avoir quelques séances là qui vont suivre, que j'ai réparties donc évidemment par notion pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et on va aborder énormément de choses. Donc on va passer encore un stade au-dessus au niveau de tout le détail en fait que je vais vous donner concernant le fonctionnement de votre système Linux et de voir un petit peu ce que l'on peut faire dessus via la ligne de commande. Alors cette vidéo va faire référence au processus. Donc vous avez tout simplement des applications que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur, ça je pense que ça parle à tout le monde, et en réalité se cache derrière des processus, d'accord? C'est-à-dire que nous avons un processeur qui va se charger en fait de permettre des traitements, donc des calculs, de faire des calculs sur ces différents programmes qui sont répartis sous forme de processus. Alors généralement nous avons un processus par application, d'accord, mais il est possible également d'avoir plusieurs processus pour une même application. C'est notamment le cas de vos navigateurs web. Même si vous êtes sur Windows par exemple, peu importe l'OS, vous avez qu'à aller voir dans votre gestionnaire de tâches ou regarder dans la liste des processus, ce que nous allons apprendre à faire d'ailleurs ici tout de suite là sur GNU Linux, et vous retrouverez des fois plusieurs processus, par exemple pour Google Chrome, pour vos navigateurs web et d'autres logiciels. Il y a plein de logiciels qui en ont besoin de plusieurs en fonction. Alors pour les navigateurs web, en gros, il y a un processus par onglet d'ouvert. D'accord? Donc plus vous avez d'onglets d'ouvert dans votre navigateur, et plus évidemment il faudra de processus par rapport à ça. Alors, ces différents processus sont tout simplement donc en fait un programme, d'accord? C'est un programme en fait qui va permettre d'avoir différentes informations. On va avoir énormément de choses les concernant. On va regarder un petit peu en quoi ça consiste, quelles sont les commandes que nous avons dans le terminal pour pouvoir accéder à ces différentes informations, et voir un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations à connaître. Alors première chose déjà, la première commande que nous allons voir qui est vraiment liée à tout ce qui est processus, c'est la commande ps. Donc si je fais juste ma commande ps comme ça, je vais pas avoir beaucoup d'informations. Mais juste déjà avec ça, je vois ce qu'on appelle un PID. Donc un PID, c'est tout simplement un processus ID, d'accord? C'est l'identifiant d'un processus particulier. Ça, c'est une information qui ne nous intéressera pas, on va pas en parler ici, le TTY, peu importe. Le time, c'est tout simplement le moment où a été exécutée la fameuse commande, d'accord? Depuis quel temps en fait elle a été exécutée. Et le CMD, c'est en fait par où nous sommes passés, d'accord? Donc on est passé ici par bash et ici par ps, donc on a pas mal d'informations. Nous, on va afficher un listing un peu plus complet. Alors il existe plein d'options pour cette commande ps, mais bon, je vais pas faire comme pour les autres commandes qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes où on a abordé beaucoup d'options parce que ça pouvait avoir vraiment de l'intérêt. Ici, et grosso modo très souvent, vous allez avoir deux cas, et avec deux syntaxes différentes. Donc il y a une syntaxe standard et il y a une syntaxe dite BSD, d'accord, qui est un autre style d'environnement Unix. Donc vous avez comme ça le choix de l'un ou l'autre. La syntaxe standard, c'est tout simplement les options ELF, d'accord. Donc vous allez très souvent utiliser ces trois options là à la fois. Donc on obtiendra ce genre de choses, d'accord. Et si on veut une présentation un peu plus BSD-like, j'ai envie de dire, on aura plutôt ps-AUWX. Voilà. D'accord, donc en fonction, et on va retrouver pour le coup plein d'informations. Donc vous voyez que là il y a un listing qui est beaucoup plus grand tout de suite, et on a plein d'informations intéressantes. On a l'utilisateur, donc ça c'est une information très importante, c'est-à-dire l'utilisateur qui a lancé en fait un accord, qui a créé ce nouveau processus. Donc vous voyez qu'il y a route par défaut, il y a plein de processus qui ont été lancés par le système, donc nous c'est pas nous qui l'avons fait manuellement, en fait ça a été géré automatiquement, et on voit ici des processus qui ont par exemple été faits par nous, ou en tout cas gérés par notre session, d'accord. Donc c'est évidemment notre nom d'utilisateur. On retrouve le PID, toujours important. On a le pourcentage donc de CPU utilisé, d'accord, la mémoire CPU utilisée, la mémoire, donc mémoire vive. On a pas mal d'autres informations, mais qui ici ne nous intéressent pas. Nous avons le statut du processus en question, mais ça on va en parler un petit peu. On retrouve le fameux temps de tout à l'heure, et tout ce qui est donc la commande, c'est-à-dire d'où a été lancé, donc le nom en fait, si vous voulez, du processus en question. D'accord, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure quand on avait fait le simple PS, qu'on faisait juste ça en fait. Voilà, nous avons le nom du processus ici. D'accord, ce qui a été lancé, donc bash ici et là, la commande ps. Donc la commande ps a un processus pour être lancé, c'est un programme. Alors voilà grosso modo pour l'explication. Comment que ça fonctionne en termes de processus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme information à connaître. Un processus, maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était, d'accord, et toutes les informations qu'on pouvait y retrouver, on va avoir donc un code exécutable, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe le nombre de processus, par exemple, je sais pas moi, si vous lancez deux fois votre lecteur VLC, d'accord, votre lecteur média, vous avez par exemple plusieurs onglets dans votre navigateur, chacun de ces processus va utiliser le même exécutable, le même code en fait d'exécution, d'accord, pour pouvoir exécuter les mêmes instructions. Ça ne changera pas d'une instance, c'est le mot qu'on emploie, à une autre, d'accord. Si vous lancez plusieurs fois votre lecteur VLC, il utilisera évidemment toujours la même base de code exécutable. Par contre, ce qui va différencier un processus d'un autre, c'est tout simplement son
contexte d'exécution. Et là, c'est différent. Donc le contexte d'exécution, et c'est très important, va permettre en fait d'avoir un suivi, d'accord, de pouvoir surveiller en fait l'état des différents processus lancés, donc l'état du processus en lui-même, et d'avoir un suivi sur son exécution. Et par la suite, et ça on le verra notamment dans la séance suivante quand on abordera les signaux, c'est une notion très importante aussi qu'on retrouve ici, et bien vous verrez qu'avec les signaux, on va pouvoir envoyer tout un tas en fait d'instructions à nos différents processus et pouvoir par exemple changer leurs états. Donc on regardera pas mal de choses par rapport à ça. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un processus, il a un code exécutable, d'accord, qu'il va justement exécuter de manière identique, peu importe le nombre d'instances, donc le nombre de programmes différents que vous lancez, d'accord. Ça c'est toujours identique. Par contre, chaque processus est propre, donc à son propre contexte d'exécution. Voilà, ça c'est très important. Pour ceux qui font de la programmation, ça reviendra en fait à dire, j'appelle par exemple 2 fois la même fonction. Imaginez par exemple en programmation C, vous appelez la fonction printf, en Python print, peu importe, en PHP echo, l'instruction. Et bien en fait, vous aurez beau utiliser à chaque fois la même fonction, donc elle va utiliser le même code exécutable, certes, ce sera identique. Par contre, chaque fonction aura son propre contexte d'exécution, d'accord, avec sa propre pile de variables, etc. Mais là, bon, ça parlera surtout pour les programmeurs. Si vous ne programmez pas, évidemment, vous ne savez pas à quoi je fais référence. Donc voilà grosso modo pour ça. Donc il y a beaucoup d'informations et donc ces processus, comme vous voyez, on a plein d'informations qu'on va pouvoir récupérer. Alors ce qu'il faut savoir déjà, première chose par rapport à ça, c'est que il y a une histoire il y a un système en fait de généalogie ou de hiérarchie si vous voulez par rapport au processus. Quand on va démarrer notre ordinateur, on va avoir ce qu'on appelle le processus init qui donc possédera le numéro 1 comme identificateur de processus, qui est en fait le processus père, d'accord, qui est vraiment à l'origine de tous les autres. En gros, c'est le premier processus qui va se lancer sur votre système GNU Linux, et ce sera évidemment le dernier à s'arrêter, puisque tout en fait découle de ce premier-là. Donc il y a vraiment une histoire d'héritage, même c'est même plus que de la hiérarchie, c'est vraiment de l'héritage, c'est-à-dire qu'on a un processus père, d'accord, qui est vraiment le premier, d'accord, et de celui-là découlent plusieurs processus fils. Et de ces processus fils peut évidemment découler plus tard d'autres processus fils, mais on va pas trop entrer dans le détail parce que ça fait appel aussi aux signaux, et c'est des choses qu'on abordera, on reviendra en fait sur les processus dans la prochaine séance, parce que j'ai essayé de répartir sur les deux, pour pas voir les processus et les signaux dans une seule vidéo, parce qu'il y a énormément mine de rien à voir. Donc ce processus init, d'accord, est disponible dans ce cas-là. Alors pour ceux qui sont un petit peu renseignés sur justement l'actualité, tout ça, etc. Linux, vous avez peut-être entendu parler de sysv init, d'accord, c'est peut-être un terme qui vous dit quelque chose, qui s'écrit comme ça, sysv init, et il y en a peut-être qui ont entendu parler de systemd, voilà, où il y a pas mal de distributions qui ont quitté sysv init notamment, comme système d'amorçage, pour passer à systemd. Donc en gros c'est simplement le programme init, donc c'est bon là je simplifie énormément, mais en fait la manière dont on amorce en fait le démarrage du système, que l'on charge les périphériques, les entrées-sorties, etc. Donc à l'époque on utilisait sysv init qui travaillait beaucoup avec des simples fichiers texte, on va dire, pour pouvoir tout configurer et d'avoir une configuration, on va dire au millimètre près, d'accord, bien précise pour tout ce qui est exécution des processus. Là où systemd on a véritablement et plutôt quelque chose de programmé déjà, d'accord, qui possède donc tout un tas de fonctionnalités différentes, et via quelques petits fichiers de configuration seulement, pas des fichiers qui vraiment illustrent la totalité de la chose, et bien on pourra en fait changer un peu le comportement de ça. Donc je vais pas rentrer en détail parce que là pareil on pourra en faire des vidéos et des vidéos complètes pour parler de ces deux systèmes là, et il y en a plein d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que systemd et sysv init, on en a énormément d'autres aussi, mais c'est surtout ceux qui ont fait le plus parler. Il y a déjà eu beaucoup de débats où les gens disaient oui le passage à systemd c'est pas bien ou c'est bien, etc. Donc voilà, vous entendrez certainement, si c'est pas le cas, vous entendrez certainement un jour en allant sur internet des histoires comme ça, des débats ou autres, des discussions un peu houleuses autour de justement sysv init et systemd notamment. Donc en gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, on a ce processus init qui est démarré, d'accord, et ensuite il va créer plein de processus fils, donc qui seront gérés par le système, et vous par la suite, quand vous allez créer un nouveau processus, donc lancer par exemple un programme, il sera un processus fils de init, quoi qu'il en soit, voilà. Ou éventuellement, on va avoir des processus fils qui appartiendront à un autre père, mais de toute façon, ce père sera forcément à un moment donné fils de init, d'accord, c'est toujours encore une fois le processus originel qui est à la base de tout, et c'est pour ça que c'est le dernier qui va être coupé en fait avant l'extinction par exemple de votre système. Donc ça c'est quelque chose de très très important qu'il faut bien comprendre, parce que si vous avez compris tout ça, d'accord, le fait qu'il y a un init qui est le premier processus donc d'identifiant numéro 1, c'est toujours voilà lui qui possède le PID 1, et bien vous aurez compris énormément de choses. Alors un processus, on va remettre la commande parce que je vais essayer de pas vous... J'avais noté rapidement toutes les choses qu'il fallait que je vous dise, parce qu'on ne faut pas en oublier, parce que dans ce genre de vidéo, on oublie énormément de choses.
Donc je voulais vous parler de la présentation et ensuite je voulais qu'on aborde tout ce qui était lié justement à l'état des processus. Parce que voilà, on a parlé notamment de l'utilisateur, tout ça. Alors déjà justement en parlant de l'utilisateur, on peut peut-être voir ça, parce qu'on a vu cette première commande. On va pas aller trop vite non plus. Donc AUWX, je dis c'est pour afficher vraiment toutes les informations. Si vous voulez savoir à quoi correspond chaque option, vous faites un man PS, vous trouverez. Je vais pas m'attarder dessus, sinon on va passer beaucoup trop de temps sur les explications. Elles sont honnêtement pas forcément utiles pour le coup, parce que vous allez toujours utiliser pratiquement ce genre de commande ou ELF si vous voulez la syntaxe standard. Donc vous pouvez toujours aller voir les options pour voir à quoi elles correspondent. Alors maintenant, comme on a vraiment tous les processus listés, on peut vouloir en avoir que ceux d'un utilisateur en particulier. Donc je peux très bien utiliser pour le coup simplement l'option "-u", le nom de l'utilisateur, d'accord, et à ce moment-là on n'aura que les processus qui ont été lancés par lui. Alors il y a également tout ce qui est lié à la session. Quand on voit par exemple, je crois qu'il y avait du GDM, non, j'ai dû voir quelque part, je sais plus, ou alors je vais peut-être regarder un peu vite, mais tout ce qui est lié en fait tout simplement à la connexion, à la session, etc. Et on retrouve un peu pas mal de choses. Donc Planck, c'est le fameux système ici, c'est tout ce qui gère un petit peu, non c'est ça d'ailleurs, je dis des bêtises, je crois que c'est ça Planck. Nautilus, c'est le Nautilus Desktop, c'est simplement l'explorateur. Enfin voilà, on retrouve un petit peu tout ce qui a été géré par rapport à ça, et plein d'autres services qui ont été lancés, on peut le voir, sur tout ce qui fonctionne déjà derrière au niveau du système, mais voilà, on va passer le détail par rapport à ça. Donc grosso modo, nous avons tout ça. On retrouve encore une fois ce numéro de PID, ça il nous servira plus tard quand on va aborder les signaux, vous allez voir, ça aura vraiment son importance pour pouvoir identifier chacun des processus et travailler dessus. Donc voilà déjà tout ce qu'il faut savoir. Maintenant qu'on a vu dans ce qu'était un processus, toutes les informations qu'il y a dessus, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses, on va s'attarder sur l'état du processus, mais juste vous donner l'explication un petit peu à quoi ça correspond, et de toute façon on reviendra dessus encore une fois, parce que vous allez voir que quand même les processus sont très très liés aux signaux et inversement. Mais moi j'ai réparti ces deux notions en deux vidéos, donc vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne sont pas vues là, on les verra sur la prochaine pour compléter un petit peu tout ça. Donc en gros nous avons différents états d'un processus, évidemment. C'est-à-dire qu'un processus, il faut bien comprendre dans quel état il est pour savoir où il en est en termes de fonctionnement. Parce que j'avais dit qu'il y avait un suivi, un contexte d'exécution, c'est-à-dire de savoir un peu où il en est, d'accord, où il en est dans son exécution ou dans ce qu'il est en train de faire. Donc vous voyez que, voilà, donc là on ne le voit pas forcément ici, mais on le voit là dans AUWX, on a différents états, d'accord, plein de lettres qui sont marquées ici. Donc je ne vais pas toutes les détailler non plus, mais en gros, toute cette colonne-là décrit l'état ou le statut actuel de votre processus. Donc ça c'est très important. Alors un processus qui est en exécution, par exemple qui a tout simplement un code exécutable à exécuter, donc des instructions à suivre, un traitement, il sera dans un état R. Donc par exemple ici on voit que là, on a quelque chose ici avec tilix qui est tout simplement en exécution, d'accord, ici. Alors ça, attention, la commande PS, elle renvoie un résultat statique, c'est-à-dire vous voyez que là, rien ne bouge, d'accord, au niveau des temps, au niveau haut, alors que pourtant, mon système travaille tout le temps, c'est-à-dire que là, actuellement, il se passe pas mal de choses en temps réel, donc le fait de rien voir bouger, évidemment, ça renvoie un résultat statique, donc là, toutes les infos que vous voyez là, elles sont déjà en fait obsolètes par rapport à l'état tout de suite du système. Si vous voulez d'ailleurs une information plus temps réel, il y a une grosse commande qui également propose plein d'options, qui est la commande top, qui par défaut se met à jour toutes les 3 secondes, et vous allez retrouver pareil toutes les informations. Et là vous voyez, si je touche à rien, on a des mises à jour qui sont faites. Alors on peut changer, on peut choisir de modifier un petit peu le temps de mise à jour, que ce soit toutes les 3 secondes, on peut demander toutes les secondes ou autre. Et il y a pas mal d'informations que l'on peut évidemment régler. Si vous appuyez sur la touche H, d'accord, ce que je viens de faire, vous avez tout un petit manuel, en plus je vois que c'est en français donc ça tombe bien, qui vous explique un petit peu les différentes commandes justement que vous pouvez utiliser avec ce fichier, avec ce programme top. D'accord, donc lui c'est un programme un petit peu interactif qui vous propose pas mal de choses. Donc pareil, je vais aller très vite parce que vous voyez s'il fallait que je vous explique chacune des commandes, ça ferait un peu doublon, d'autant que vous avez toutes les explications qui me semblent suffisamment claires par rapport à ça. Donc on va faire la touche Q, et ici on refait Q pour quitter le programme. Je rappelle qu'en fait on a lancé un programme interactif, en fait c'est entre la ligne de commande et l'interface graphique. Donc quand vous verrez que j'emploie ce terme là, c'est justement entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement en ligne de commande pure, avec quelque chose de statique qui a renvoyé un résultat statique, on n'est pas non plus dans l'interface graphique avec des widgets, des boutons, etc. On est vraiment dans quelque chose d'interactif qui est en console, mais avec lequel on peut interagir. Donc c'est vraiment, on va dire, entre les deux. Donc voilà, si vous voulez quelque chose en temps réel, on va dire, ou en tout cas qui se met à jour, vous avez la commande top, d'accord. Et si vous voulez quelque chose de statique, parce que vous avez besoin de travailler sur des infos de manière statique, vous faites comme on a vu par exemple un ps-auwx. Donc voilà différents états. Donc pour revenir donc aux différents statuts, donc le R c'est le statut d'exécution. Un programme qui est en train d'exécuter des instructions sera en statut R, en gros. On va avoir également, et là on en voit plein,
on a un S majuscule qui est en fait l'état de sommeil. En gros, l'état de sommeil, bah, c'est un programme qui est en exécution, c'est-à-dire dans le sens où il est démarré, hein, il existe, sinon bah, on ne l'aurait même plus dans la liste, hein, il n'existerait plus ce processus, mais il attend quelque chose. Il est en attente, bah, par exemple, imaginez un programme où vous attendez que l'utilisateur tape quelque chose au clavier, d'accord, ou une action, on attend un événement en fait utilisateur, un redimensionnement de fenêtre, un clic, l'appui sur une touche en particulier, ou le lancement d'une commande, peu importe. Donc pendant ce temps, le programme continue d'exister, il tourne, d'accord, le processus existe, mais il est en sommeil. Il attend que l'utilisateur fasse quelque chose, et du coup il se met plus ou moins en attente. Donc c'est ce fameux S majuscule qui indique bah, voilà, qu'un processus est en sommeil. D'accord. Donc le R c'est pour dire qu'il est en exécution, il est vraiment en train de travailler, c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici. Vous voyez, au moment où j'ai lancé cette commande, bah oui, comme je venais exécuter cette commande, au moment où je l'ai exécutée, elle était effectivement en exécution, donc c'est normal qu'il ait retourné un R. Le S c'est l'état de sommeil. On va voir l'état T qui est en fait un processus stoppé, c'est-à-dire quand on abordera les signaux dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'on va pouvoir mettre en pause un processus, c'est-à-dire qu'on va pas le quitter, on va juste dire tu t'arrêtes d'être exécuté ou de fonctionner. Tu n'es ni en sommeil ni en exécution, tu es en pause, c'est-à-dire que tu ne réagis plus pour le moment, et on verra pour réveiller un processus, pour le faire continuer, reprendre la main dessus, pour pouvoir le relancer, donc soit le remettre en sommeil, soit le remettre en exécution. Et nous avons, donc il y a plein d'autres cas, mais comme je dis, je ne vais pas tous les aborder, mais il y a un cas qui va, je pense, pas mal intéresser de gens aussi, un processus zombie. Je vous ai expliqué qu'un processus, il appartenait forcément à un pair, d'accord, dans tous les cas. Mais il est possible que vous ayez des fois un processus qui, par exemple, a un pair qui n'est plus là, donc c'est-à-dire un processus en fait qui n'a pas renvoyé de code de retour à son pair. C'est-à-dire on va parler après des codes de retour. En gros, quand on va exécuter une commande, que ça va générer... Alors, attendez, j'ai des sonneries de partout qui arrivent, voilà, qu'on va générer une commande donc via un processus, d'accord, que ça va créer un processus. Une fois qu'il aura terminé, il va renvoyer un code, donc en gros pour dire s'il a bien fonctionné ou pas. Mais on va l'aborder juste après. Et bien si ce code de retour n'a pas été communiqué au pair, parce qu'il faut bien qu'il soit envoyé à quelqu'un, on va obtenir donc un processus dit orphelin qui sera donc un processus zombie. Et un processus zombie, même s'il ne coûte rien en termes de mémoire, d'accord, parce que c'est-à-dire qu'il ne consomme absolument rien, il est à l'état de zombie, hein, c'est pour ça qu'il porte ce nom. Pour autant, il va être dérangeant au niveau de ça, parce que le système, au niveau de ça, ce qu'on appelle la table de processus, on ne peut avoir qu'un nombre de processus limité. Alors même s'il y a, comme vous voyez ici, on voit qu'on est à plus de 2000 processus, donc ça a l'air quand même d'être pas mal grand. Malgré tout, le nombre est quand même assez limité, et si on se retrouvait avec par exemple un programme ou autre qui crée plein de processus zombies, donc ce que serait du coup une invasion zombie, eh bien on pourrait se retrouver à saturer cette table de processus, et comme je vous ai expliqué au début de la vidéo que tous les programmes génèrent et lancent des processus, bah, ça veut dire en gros bah, que si vous ne pouvez plus créer de nouveaux processus, bah, votre système ne peut plus marcher. D'accord, donc en gros ça va être compliqué de faire fonctionner votre système s'il n'y a plus possibilité de créer un processus. Donc voilà pourquoi c'est compliqué, il faut éviter ça. Donc généralement ce qu'on fera, et on travaillera, je pense on s'amusera à faire des petits processus comme ça, ben, on peut par exemple faire adopter un processus dit zombie par un nouveau pair, donc généralement bah, ça peut être le processus init, hein, parce que ça c'est l'avantage quand même, on est sûr que le processus init, tant qu'on n'aura pas éteint, d'accord, tant qu'on ne cherchera pas à éteindre le système, il sera toujours en route. Donc on peut très bien dire, bah, là il y a un processus zombie, donc orphelin, et bien on va le faire adopter par init. Et à partir de là, eh bien, quand vous allez éteindre votre système, quand init va se couper, forcément, eh bien, quand un processus pair s'éteint, eh bien, tous ces processus fils, y compris des processus fils qui étaient des zombies à la base, vont être également donc quittés correctement. Voilà, donc ça évite comme ça de laisser des processus zombies. Donc ça c'est des choses qu'on verra. Il y a beaucoup d'informations comme vous voyez que je vous donne dans cette vidéo. Il y a plein de choses qui sont peut-être un petit peu déroutantes au début, c'est normal, c'est la première fois qu'on aborde ça ensemble. Donc si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, on reviendra énormément de fois sur tout ça, sur les processus, sur les signaux, les zombies, etc. C'est parfaitement logique si vous ne pigez pas tout pour le moment, c'est normal, hein. C'est loin d'être simple en fait, parce qu'il y a tellement de notions, tellement de choses autour de ça. Là on est vraiment dans le fonctionnement du système, d'accord, donc on n'est pas seulement là à utiliser notre Linux en faisant des clics sur des boutons. Là je suis en train de vous expliquer véritablement un des fonctionnements internes du système GNU Linux, donc on n'est pas dans n'importe quoi, on est déjà à un niveau on va dire un peu avancé, contrairement à ce que vous avez peut-être eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc si vous ne pigez pas tout, au départ c'est pas grave du tout, c'est normal et on reviendra dessus de toute manière. Donc voilà, alors est-ce que j'ai tout expliqué par rapport à ça? Je regarde dans mes notes un petit peu, voir si j'ai pas oublié. Je voulais vous parler donc de PS, on en a parlé, de top, parce que j'avais noté surtout les noms de commandes en fait que je voulais qu'on voie, comme ça à partir de là je sais exactement de quoi on doit parler.
Voilà, donc un processus, parce que ça on l'avait déjà vu dans les commandes, hein. Là on va faire de la révision. Vous vous souvenez qu'on avait vu, donc on a vu pas mal de commandes dans le terminal, ça a été un peu le but aussi de cette nouvelle grosse partie du cours, hein. On a vu plein de commandes, ls, cat, echo, etc. On a vu également les flux de redirection, hein, comment envoyer le résultat d'une commande dans un fichier, comment l'envoyer dans une sortie d'erreur, donc dans un fichier qui accueillerait les erreurs, et on avait parlé justement de ces fameux flux, etc. Donc évidemment, je pense que c'est logique, mais c'est bien du coup de le confirmer, maintenant que vous savez ce qu'est un processus. Chaque processus, évidemment, possède une entrée standard, d'accord, sa propre entrée. N'oubliez pas qu'on parle d'un contexte d'utilisation qui est donc propre à chacun. D'accord, je vous ai dit que le code exécutable était le même, peu importe le nombre d'instances d'un même programme. Par contre, chaque processus a son propre contexte, donc imaginez en fait son propre espace à lui, d'accord, son espace privé, qui du coup n'est pas l'espace d'un autre processus. Donc du coup, en toute logique, chaque processus a évidemment son entrée standard, sa sortie standard, sa sortie d'erreur. D'accord. Donc rappelez-vous les fameuses commandes comme ceci, les entrées par exemple quand on faisait ça ou ça, la sortie d'erreur, tout ce genre de choses. Donc ça c'est ce qu'on a vu sur la vidéo sur les flux de redirection. Je reviens évidemment pas dessus, hein, on n'est pas là pour réexpliquer tout depuis le début, mais c'est des choses qu'il faut évidemment bien maîtriser, c'est pour ça qu'on l'a vu avant. Donc évidemment, chaque processus possède ça. Et en plus de ça, comme on l'avait vu évidemment là, ça vient se rajouter, mais chaque processus a un propriétaire, d'accord, parce qu'il a bien été lancé, ou en tout cas initialisé par quelqu'un, donc soit vous-même, soit root, soit autre, d'accord, soit quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre en tout cas. Donc il y a toujours un propriétaire, et il y a une histoire de priorité. Et ça c'est pareil, c'est une autre chose, là on va encore plus loin dans le fonctionnement du système, donc là on est carrément on n'est plus vraiment dans le fonctionnement forcément propre que de Linux, mais dans tout ce qui est système en fait d'exploitation. On va encore plus loin là-dessus. Donc pareil, si vous ne comprenez pas toutes les explications que je vais vous donner là, c'est absolument pas grave. Je donne toutes ces informations parce que j'aime bien en fait donner un maximum d'explications sur tout ce qu'on voit dans le cours, pour que les gens qui veulent se contenter du minimum prendront le minimum, et puis si vraiment vous avez la curiosité de savoir comment tout fonctionne, alors peut-être pas non plus tout à 100%, mais comment fonctionne un maximum de choses, et bien j'essaie de vous donner ces explications là pour que vous ayez ce que vous attendiez quelque part, ou que vous ayez des réponses à vos questions. Donc en gros, notre processeur, parce que c'est ça qu'on a toujours l'impression que quand on exécute plein de programmes et tout sur notre système, que tout s'exécute en même temps. C'est-à-dire que si je fais ça, par exemple, j'ouvre mon explorateur, on pourrait penser qu'en fait, ces deux programmes, d'accord, mon explorateur Nautilus et mon terminal, je crois que c'est TX d'ailleurs, hein, il me semble, oui voilà, c'est TX, c'est lui qu'on avait vu d'ailleurs tout à l'heure dans la liste, s'exécutent en fait au même moment. D'accord, on parle souvent, rappelez-vous, de multitâches, comme si tout se faisait en même temps. En réalité, nous avons le processeur qui va, et là on est vraiment dans le fonctionnement du système, donc on est vraiment très très bas niveau, pour le coup beaucoup plus bas niveau que l'explorateur de fichiers. Il va y avoir un ordonnanceur, l'ordonnancement en fait des tâches. Et l'ordonnancement des tâches, comment que ça se passe? Eh bien notre processeur, d'accord, pour accorder donc un certain temps, va dire, à un moment donné, je donne la main à un processus. D'accord, quelques millisecondes, quelques secondes, peu importe, ça après c'est lui qui décide, hein, c'est pas nous qui disons tiens tu vas donner tant de temps, etc. C'est le processeur donc qui va décider, l'ordonnanceur même qui va décider des temps qu'il accorde en fonction, et va donc donner la main à un processus pendant quelques millisecondes par exemple, et ensuite va donner la main à un autre, etc. Et bien évidemment, il faut pour que cela soit géré, on va dire au mieux, un espèce de système de priorité. C'est-à-dire, il y a certains programmes qui seront dits en temps partagé, c'est-à-dire, eux, on leur donne la main dès qu'on peut leur donner la main, et tout va bien. Donc ça, il est possible peut-être qu'à un moment donné, mon explorateur n'ait pas la main pendant, je sais pas, 4 millisecondes au lieu de 2, mais vous voyez que nous, visuellement, humainement parlant, on voit pas la différence. Là, si ça se trouve, il y a des moments où mon explorateur n'a pas la main pendant plus de temps qu'il n'en faudrait, mais comme c'est du temps partagé, ça nous pose pas problème, ici. Par contre, il y a des cas où, dans des cas très critiques, où on aurait besoin de ce qu'on appelle donc du coup du temps réel. Et à ce moment-là, les priorités seront différentes, et l'ordonnanceur saura qu'il doit vraiment prioriser tout ce qui est donc fonctionnement de temps réel, plus que tout ce qui doit être à temps partagé. Donc nous, on va pas trop se poser la question de comment il fait vraiment ça. Tout simplement, nous avons, donc par rapport à ces fameux états, d'accord, au niveau de nos processus, l'ordonnanceur va gérer les différents cas. En gros, nous avons un espèce de système d'élection. Alors je vais être très simple là-dessus, vous allez voir que c'est pas compliqué dans l'idée, après évidemment dans le détail ça l'est beaucoup plus, mais en gros, à un moment T, d'accord, si on prend un moment précis, nous avons un processus qui est dit élu, d'accord. Le processus élu, c'est l'ordonnanceur, il a dit toi tu as telle priorité, c'est à ton tour d'avoir la puissance du processeur, donc de pouvoir profiter de la puissance des calculs et du processeur en lui-même pour pouvoir exécuter certaines choses.
Alors attention, hein, quand on parle d'avoir ce temps-là, n'imaginez pas que ce temps-là c'est plusieurs secondes, plusieurs minutes. Là on est dans des millisecondes, voire des fois moins. D'accord? Donc on a des choses vraiment, c'est des temps très très petits, en tout cas à l'échelle de l'humain. Mais pour un ordinateur, quelques millisecondes c'est déjà beaucoup. C'est pour ça qu'on a ce système-là. Donc ce processus est lu, d'accord, pendant le temps où on lui a accordé justement la main, d'accord, donc l'accès au calcul, donc au processeur, eh bien ce temps-là il est élu. Une fois que ce temps-là lui est retiré, d'accord, il passe soit en état bloqué, donc un processus qui est bloqué, c'est un processus en fait qui pour le moment ne va pas être dans l'attente d'avoir la main par l'ordonnanceur, et quand ce processus va pouvoir donc entrer dans cette fameuse file, en fait dans une file d'attente pour dire bon voilà, je suis prêt à pouvoir donc avoir la main pour pouvoir exécuter certaines choses, et bien il passera justement dans cet état dit prêt. D'accord? Donc en gros nous avons trois états pour faire vraiment très simple. L'état élu, qui à l'instant T c'est le processus qui est en cours, d'accord, qui a la main, d'accord, le processus lui donne la main. Nous avons l'état prêt, c'est-à-dire il y a toute une file d'attente qui dit voilà, tous ces processus sont prêts à recevoir la main, d'accord, d'avoir justement le contrôle, donc ils attendent et ils seront rangés par ordre de priorité, d'accord, tout ce qui est en temps réel ou autre sera évidemment prioritaire par rapport à ce qui est plus bas, donc en temps partagé ou autre, et la priorité sera gérée en fonction comme ça. Et les processus bloqués, c'est tout simplement ceux qui de toute façon ne sont pas encore prêts à recevoir justement l'accès au processeur, donc tant qu'ils sont bloqués, eh bien eux ils ne sont pas en file d'attente, on va dire, ils ne sont pas, on va dire, ils ne font pas partie des processus prêts pour l'élection, d'accord, on parle d'élection parce qu'on parle vraiment d'élus, d'accord, par rapport à ça. Donc il n'y a que les processus prêts, la liste des processus qui font partie de ceux qui sont prêts, qui peuvent recevoir à un moment donné la main par rapport à l'ordonnancement des tâches. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc je vais rester là, je vais pas aller beaucoup plus en détail parce que ça peut devenir très très vite compliqué, surtout que c'est pas forcément ce pourquoi vous intéressez tout de suite. Mais voilà grosso modo, en simplifiant, comment ça fonctionne. D'accord? Un processus élu, une liste d'attente de processus qui sont prêts, d'accord, à recevoir la puissance, donc le calcul du processeur, et des processus bloqués qui vont devoir sortir de cet état bloqué pour passer en file d'attente aussi. Et donc il y a une histoire de priorité. Donc ça fait partie des différentes choses que possède chaque processus. Comme je vous l'ai dit, on avait parlé de l'entrée standard, de la sortie standard, sortie d'erreur, un propriétaire, tout un tas d'informations comme ça, et également cette histoire de priorité. Imaginez par exemple l'exemple de, je sais pas moi, dans une voiture, dans n'importe quoi, il y a évidemment des actions qui vont nécessiter plus de priorité que l'autre. Par exemple le freinage dans une voiture, on se doute bien que ça va être quelque chose qui doit être bien plus prioritaire, par exemple, que d'afficher un comment je peux dire ça, un témoin lumineux sur votre tableau de bord pour indiquer par exemple que vous êtes en réserve d'essence ou ce genre de choses. Il y a évidemment toujours une histoire de priorité dans chacune en fait des parties pour le coup d'un programme. Donc la voiture, c'est exactement pareil, on a de l'électronique ou autre, donc ça rejoint toujours un peu ce même système. Pour l'OS, c'est exactement pareil, il y a des priorités de processus, d'autres qui passeront avant d'autres, mais dans tous les cas, on n'a pas vraiment tout qui est exécuté à la fois en même temps. Le processus peut pas se dire tiens, je fais tout tourner en même temps, tout le temps à chaque instant T, où tous les processus sont élus au même moment, d'accord, mais il va ordonnancer, donc ordonner, passer la main, quelques millisecondes pour l'un, quelques millisecondes pour un autre processus, etc. Et c'est cet enchaînement qui évidemment, humainement parlant, se fait très vite, quand c'est l'histoire de quelques millisecondes. Nous, on a l'impression que tout s'exécute tout le temps en parallèle, en temps réel, tout le temps au même moment, alors qu'en réalité c'est la succession la main sur un processus suivi d'un autre. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça, on va rester très simple, on va pas non plus tomber dans les exemples en parlant de tout ce qui est monocore, multicore, donc tout ce qui est dual-core, quad-core, etc., le multithreading, etc. On va pas aller trop loin non plus là-dedans. Mais en gros, voilà comment que ça se passe pour l'ordonnancement, c'est ce que je voulais vous dire, des processus, donc des tâches, d'accord, des tâches de votre système. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut également dire? Alors évidemment, c'est par logique, oui, l'ordonnanceur, en fait, c'est un petit peu le chef d'orchestre, c'est-à-dire que c'est lui qui donne la main à un processus en particulier et qui peut évidemment interrompre. C'est-à-dire qu'il peut mettre en état, il peut stopper un processus pour dire je te stoppe, et après hop, tu reprendras la main, donc tu pourras reprendre ton exécution là où éventuellement elle était. Si à un moment donné on peut mettre en pause, ce genre de choses. Donc c'est lui qui décide de tout, l'ordonnanceur, qui permet justement que tout fonctionne. En tout cas il essaye de faire en sorte que tout fonctionne convenablement ensemble. Voilà pour ça. Voilà, on a parlé un petit peu de tout. Je voulais vous dire parler des processus, des différents trucs. Après ça va concerner les signaux, donc ça je veux le garder pour la prochaine fois, parce que c'est évidemment autre chose, donc on va pas l'aborder ici.
Je voulais parler des processus, les différents états, de quoi est composé un processus, donc ça on vient de le dire là, avec la priorité, etc. pour pouvoir aborder l'ordonnanceur, parce que j'avais noté ordonnanceur en gros pour être sûr de ne pas oublier d'en parler, parce qu'il ne fallait surtout pas oublier de parler de ça, c'est très important. Enfin à mon sens en tout cas c'est important de vous en parler, que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a derrière les processus en fait, que ça c'est pas magique, donc c'est bien de comprendre comment ça marche. Et voilà, et on va pouvoir du coup passer à quelques petites commandes. On avait parlé des codes retour, donc on va en parler très rapidement. Bon, ça nous servira surtout après quand on abordera les signaux. Donc vous inquiétez pas, les signaux, on va le voir dans la séance suivante, donc ça viendra juste après celle-ci. Alors, on va revenir sur quelques petites choses, des petites révisions et en même temps des nouvelles choses pour terminer cette vidéo. Donc vous savez que jusqu'à présent, on exécutait nos commandes, justement, une tâche à la fois. En gros, je fais ça exécute la commande ls, et une fois qu'elle est terminée, je récupère la main, comme vous voyez, sur mon terminal ici. Je récupère la main par rapport à ça. Donc il y a forcément un temps d'exécution de la commande. Là, elle était très courte parce qu'il n'y avait pas grand chose à lister. Par contre, si je commence à lister le système, alors peut-être pas forcément... Voilà, plutôt comme ça, on voit que là, ça prend beaucoup plus de temps. Et le seul moyen éventuellement d'interrompre, mais ça vous verrez que en fait, on fait quelque chose de particulier, on fait souvent un CTRL-C. Et vous voyez que ça interrompt. Et bien en réalité, ça fera la transition avec la prochaine séance. Nous venons en faisant de faire CTRL-C avec le clavier, d'envoyer un signal ici au processus pour lui dire voilà, j'envoie un signal particulier, et vous verrez lequel, on en parlera dans la prochaine vidéo, pour lui dire hop, tu interromps ce processus. Parce que la fameuse commande ls ici que j'ai fait, ls-r slash, espace slash, elle a été enregistrée dans un processus. Je sais pas d'ailleurs s'il pourrait me le mettre. Donc on va faire un pipe, rappelez-vous. grep ls, non évidemment elle n'existe plus parce que son la tâche est terminée, donc oui je sais pas pourquoi j'essaie de la chercher. Par contre ce qu'on peut s'amuser à faire, on va pas aller trop loin non plus dans les explications. Fenêtre, je veux qu'on en garde 2, voilà vous allez voir, logiquement on va faire ça, donc on va refaire la commande de tout à l'heure, comme ça, et ici on va faire ps pipe, alors ça c'est de la révision, tout ça, non il y est pas. Ah, il veut peut-être pas, c'est peut-être pas tout à fait ls qu'elle s'appelle. Ah, attendez. ls, ouais, là il est là. Vous voyez ls, donc son identification de processus c'est 3199. Et vous voyez qu'elle est ici. Donc D c'est un autre état particulier, j'en ai pas parlé, mais peu importe. Donc là, elle est évidemment toujours en état. Donc en fait c'est par rapport à des histoires d'entrée-sortie, mais j'en parlerai pas, c'est encore autre chose. Je peux pas malheureusement tout aborder non plus parce que le problème voilà, c'est qu'il y a tellement d'options, tellement de commandes différentes. On en viendra en fait limite à après vous faire un cours, vous expliquer tout le fonctionnement de Linux, vous voyez, de tout le noyau, tout ça. Et déjà bon honnêtement il y a plein de choses que je ne connais pas, voilà, je suis loin de tout connaître heureusement. Et puis voilà, pour le peu que je connais, mine de rien, il y aurait déjà énormément à expliquer. Donc on n'en finirait pas. Vous voyez la commande a fini par se terminer, et du coup là évidemment si je refais ça, voilà, il n'y a plus la commande ls, elle a disparu, puisque le processus s'est terminé, tout simplement. Donc quand ce processus se termine, en fait, il renvoie un code, mais ça on va en venir un petit peu après. Donc en gros, vous voyez que la commande était un peu longue. On peut, et je crois qu'on l'avait déjà vu, mais je suis pas sûr, donc dans le doute, on va revenir dessus, c'est pas grave, ça fera pas de mal de le revoir. On peut exécuter une commande en fait en tâche de fond. C'est-à-dire de dire plutôt que de faire toute cette commande là où en fait on n'a pas la main sur ce terminal, vous voyez, j'étais obligé d'ouvrir une autre console si je voulais avoir la main sur quelque chose, de dire tu fais ça, mais tu le fais comme ça en parallèle. Donc je mets un petit et commercial ou une esperluette à la fin de ma commande. Et là, je peux du coup avoir la main en fait pour exécuter éventuellement d'autres choses. Donc là, bon, comme il me lise ça dans le terminal, c'est un petit peu casse-pied d'avoir la main sur quoi que ce soit. Mais je vais l'arrêter ici. On peut évidemment, c'est peut-être un petit peu long de faire. Qu'est-ce que je peux faire exactement? Parce que là, on n'aura pas forcément tout d'accessible. Je peux faire ça simplement. Regardez, je vais faire Mozilla. Je vais le lancer comme ça. Il n'a pas été installé. Alors c'est pas Mozilla, c'est Firefox en fait. Pourquoi je... Voilà, c'est ça. Donc je lance Firefox depuis la ligne de commande. Alors, il va prendre un petit temps parce que comme je ne l'ai pas lancé une seule fois là, démarrage à froid comme ça, va être un peu long. Si c'est bien ça, oui voilà. Donc vous voyez, j'ai la main là-dessus et donc, je vais le laisser comme ça. Il est lancé là. Donc vous voyez que là j'ai pas la main sur mon terminal. On voit quelque chose qui clignote. Si je fais CTRL-C, je vais envoyer un signal, mais comme on va en parler plus tard dans la prochaine vidéo, qui va interrompre le processus et du coup ici on voit que ça quitte Firefox. On a perdu la main. Si on veut pouvoir le lancer en parallèle, je vais juste faire Firefox et je mets le petit et commercial. Et là voilà, on nous renvoie pas mal d'infos, donc notamment le premier ici c'est le premier processus lié à Firefox, donc c'est pour ça qu'il possède ce numéro 1, et ça c'est le PID, d'accord, c'est l'identificateur du processus en question. Donc plus tard on verra qu'avec les signaux on pourra faire quelque chose sur ce processus là de Firefox. Donc là je peux continuer à faire autre chose, vous voyez, pas de problème, ça ne bloque pas. On peut avoir aussi
la même chose que ça, c'est-à-dire d'avoir ce système-là en passant directement par NoUp. Alors je vais peut-être enlever Firefox pour le coup, parce que là en gros si on fait cette commande, attendez j'essaie d'aller trop vite, on va faire Firefox comme ça, je fais ça, il est lié, c'est-à-dire que Firefox ici, ce processus est lié au processus père qui est du coup bash. Bash bah, c'est en fait mon terminal. Rappelez-vous que chaque processus fils a forcément un père, sinon bah, il serait un zombie, et là il n'est pas un zombie puisqu'il est, il existe bien, on peut l'utiliser Firefox, donc pas de problème. Donc si je fais tout simplement ça, je ferme la console, Firefox se ferme aussi, tout simplement parce qu'il a été lié, donc à partir du moment où on a quitté le processus père, donc ici le terminal bash, donc tilix en fait, hein, c'est le nom donné ici pour cette distribution Linux, ça a quitté tous ces processus fils, ça les a kill, donc ça les a tués, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc si je veux éviter ça, c'est-à-dire de ne pas lier un processus par rapport ici au terminal, de le délier de tout ça, je vais simplement utiliser la commande NoUp, comme ceci, et ensuite bah, on fait tout ce qu'on a à faire. Donc on met pas le et commercial, là il ne sert plus à rien, et en faisant ça, voilà, je peux délier en fait tout simplement la gestion de l'un et de l'autre. Donc je fais ça, et on va avoir un fichier en fait, oui mais en fait voilà, c'est normal que l'onglet a planté, on va avoir voilà un fichier qui va être créé spécialement avec NoUp, donc il sera du coup plus en lien avec le terminal, et vous voyez que du coup j'ai pu quitter mon terminal et Firefox n'a pas quitté pour autant, d'accord. Donc voilà une chose importante qu'il fallait aussi connaître. Donc en gros les commandes qu'on a vues dans cette vidéo, on a vu PS, d'accord, on a vu top, le cas en temps réel, et on a vu NoUp par rapport à ça. Donc utilisation d'une commande comme ça, elle se fait directement, donc elle est en exécution, d'accord, le processus est en exécution jusqu'à ce que la commande se termine. Donc une fois que la commande est terminée, on reprend la main, d'accord. Si on fait avec un et commercial, ça se fait en parallèle, d'accord, donc on peut continuer de faire autre chose et on verra par la suite quoi. D'ailleurs on fera un petit truc amusant dans la prochaine vidéo, on utilisera un petit programme sympa par rapport à ça. Et si on fait NoUp, bah c'est pour tout simplement ne pas lier au processus du terminal, donc ici bash, et on peut du coup utiliser n'importe quelle commande pour faire ce genre de choses pareil. Les entrées sont ignorées, la sortie est ajoutée à nos... Bah oui mais c'est logique de toute façon, par rapport à ce genre de commande, et on pourra comme ça en fait délier complètement de l'usage en fait du terminal, d'accord. Voilà par rapport à ça. Je pense qu'au niveau des commandes, c'est tout ce que je voulais voir en tout cas pour ces commandes-là. Maintenant, nous avons d'autres points aussi. On avait vu bon, le pipe, rappelez-vous, qui permettait de dire le résultat de la commande qui est à gauche, hein, comme on faisait par exemple, tout simplement, je sais pas moi, ps-grep, et puis ensuite on faisait quelque chose comme ça. Je crois que c'était tilix d'ailleurs, il s'appelait. Non. Je sais pas comment il va s'appeler. Voilà, on retrouve comme ça le processus lié à bash, vous voyez, en faisant un grep. Donc le pipe, hein, le tube, vous avez dit que ça permettait de dire le résultat de ça, en fait, ce que renvoie cette commande-là, tu peux t'en servir en entrée pour cette commande-là. D'accord. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est de la révision. Maintenant, on a autre chose aussi. Chaque processus, comme je vous dis dans son fonctionnement, va renvoyer un code de retour. Ça, pour ceux qui programment d'ailleurs en C, ça va vous parler. Quand on a par exemple une fonction qui retourne quelque chose, en général, on a vu, et ça va être pareil ici, donc là pour le coup un processus, on va pas parler de fonction, va retourner le code 0 pour dire que tout s'est bien passé, d'accord, tout a bien fonctionné, et s'il y a eu une erreur, on retournera un autre numéro, d'accord. Donc si on veut récupérer ce numéro, par exemple, je vais faire ça, ls-l, d'accord, j'ai fait une commande, et pour voir ce dernier processus exécuté, en fait, donc pour le coup ici cette dernière commande, je vais faire un echo. Et là, bon, on n'a pas encore vu les variables parce qu'on n'a pas encore appris à programmer en bash, mais vous inquiétez pas, ce sera le dernier chapitre qu'on verra sur ce cours, donc on abordera tout ça. Mais là, bon, vous n'avez pas besoin de vous poser la question pour le moment de comment fonctionne la syntaxe. Vous faites juste un echo, d'accord, pour afficher, et on met un $, c'est ce qui va permettre de dire on utilise une variable particulière, et notamment ici, pas n'importe quoi, puisqu'on va mettre ceci. Un point d'interrogation. Le point d'interrogation va tout simplement ici nous retourner le code qui a été donc retourné par le dernier processus qui vient de se terminer. Donc d'accord, donc il a bien été terminé, celui-là, la commande a fini de se faire, on a récupéré la main sur le terminal. Ici, je vais récupérer le code de retour du dernier processus terminé, et il m'a renvoyé 0. Donc a priori, ça veut dire que la commande a bien marché. Alors si évidemment il y avait une erreur, par exemple je fais regardez, je fais ça, on a un out.txt ici. Je fais ça, d'accord, donc ça c'est parce que j'avais dû enregistrer voilà, des choses, j'avais enregistré voilà, la commande PS dans un fichier, mais peu importe. Je fais ça, ça retourne 0. Maintenant, si j'essaye de faire 4 d'un fichier qui n'existe pas, hein, par exemple notfound.txt, vous voyez que ça met ceci. Là, je fais un echo et vous voyez que ça a retourné le code 1.
d'accord, pour dire qu'il y a une erreur. Donc ça, bon, si on veut savoir à quoi correspond chaque code d'erreur, il faut aller voir dans les manuels, hein, en fonction des commandes, ça vous dira bah, quand tel code est retourné précisément, c'est qu'en fait il y a eu tel type d'erreur. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ce serait faire une énumération des codes d'erreur, et je pense pas que ce soit très intéressant pour le coup. Mais en tout cas, voilà, on a donc un code d'erreur comme ça qui est retourné. Si on fait maintenant ceci, par exemple, au lieu de demander le code de retour du dernier processus qui s'est terminé, on peut également demander le PID du shell courant, donc en mettant un double $. Voilà. Donc c'est en gros, je pense que ça va être le même. Grep de bash, non? Voilà, vous voyez, le shell courant, donc on retrouve le même PID de cette manière. Donc c'est le shell que vous êtes en train d'utiliser, donc bash, zh, peu importe lequel vous allez vous servir, ça changera rien, mais en gros, ou sh, nous avons en fait ici le numéro d'identification du processus de votre shell, donc le terminal que vous êtes en train d'utiliser. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important à connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également? On avait aussi pour écho le point d'exclamation, mais là du coup il va rien nous retourner. On n'a pas l'information puisque nous avions donc pour le processus s'arrêter le dernier terminé en fait. Ah oui, je n'ai pas de processus lancé en arrière-plan. Attendez. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Firefox, logiquement, si je fais ça. Voilà, Firefox se lance, et normalement avec echo, point d'exclamation, voilà, ça vous retourne le PID du dernier processus que vous avez lancé en arrière-plan. Donc tout ça, c'est vrai que ça peut sembler que des fois, il y a des gens qui se disent mais pourquoi on a besoin forcément d'avoir ces informations? N'oubliez pas que on peut faire de l'administration système, de l'administration réseau et également de la programmation. C'est-à-dire que toutes ces commandes que vous voyez là qu'on utilise dans le terminal, comprenez qu'on pourra aussi s'en servir soit pour faire tout un tas d'instructions, mais aussi dans des programmes. Et ça peut être des fois intéressant pour contrôler exactement tout ce qui est lancé sur un système ou de lancer des choses bien précises. Et pour savoir à quoi en fait est liée une application, vous pouvez pas vous dire par exemple si je veux récupérer mon Firefox actuellement lancé, je vais demander où est le Firefox. Il faut bien qu'il y ait un identificateur, d'accord, de ce programme. Et justement, l'identification de vos applications, de vos programmes, de tout ce qui peut tourner sur votre système, ce sont des processus et chaque processus a un identificateur, donc le PID. Donc grâce à ça, on sait quel processus et quoi exactement, puisque nous avons un numéro d'identifiant. Comme on aurait des identifiants dans une base de données pour chaque enregistrement, là dites-vous que pour le système, on a des identificateurs pour chaque processus, donc chaque chose qui fait tourner un programme ou qui exécute quelque chose. Que ce soit plusieurs processus d'un même programme d'ailleurs, ou un processus par programme. C'est exactement le même principe. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à ça. Donc en gros, ce qu'on peut aussi s'amuser à faire, par rapport à tout ça, on avait vu, donc je vais terminer très rapidement, qu'une commande lancée en arrière-plan, donc c'était ce fameux symbole là. Bien avant, on avait parlé du tube qui permettait de prendre le résultat d'une commande en entrée pour une autre, d'accord. Et nous avons également des cas spécifiques. Je peux par exemple enregistrer des commandes successives, donc je suis pas sûr qu'on l'avait abordé précédemment, donc dans le doute je préfère aussi en parler là. Si par exemple à un moment donné je veux faire cette commande, je sais pas moi, -l, et ensuite je fais un echo pour je ne sais quelle raison, ok. On peut faire ces deux commandes successives en faisant ceci. On met un point virgule et l'information. Vous voyez, ça fait les deux choses à la suite. Ça a fait d'abord la première commande et ensuite, une fois terminé, ça a fait la deuxième. Donc si on veut des commandes successives, on peut utiliser ce genre de petit point virgule, bien pratique. Donc je vous le donne parce que je suis pas sûr que j'en avais parlé avant, mais comme ça peut servir aussi, c'est pas mal de le voir ensemble. D'ailleurs, vous voyez le fichier nohub.out, il a été... Voilà, donc vous voyez, c'est tout le résultat de la commande qui a été enregistré là. Donc c'est normal parce que je vous avais dit que quand on utilise NoUp, en fait, ça délie le processus du terminal, donc en fait ça va créer un fichier pour avoir ça. Ce qui fait que du coup on n'interrompra pas le processus en quittant le terminal. Donc pour cela il crée évidemment un fichier NoUp, voilà ici .out. Donc ce fichier qui sera bien évidemment à supprimer, parce que si vous en faites plein, vous en aurez plein aussi. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. On va enlever ça. Alors, ah oui, c'est normal, oui, parce qu'il était en arrière-plan, c'est logique. Il n'a pas été content, mais peu importe. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on a également des cas très pratiques, et je pense qu'on en terminera avec ça, puisque après on va pas non plus trop s'étaler sur les différentes commandes, puisqu'on a vraiment plein d'outils. Mais nous avons également deux symboles très particuliers, notamment celui-là, et nous avons celui-là. Donc en gros, si nous avons un code retour correct, donc généralement le 0, on va s'attendre à récupérer quelque chose avec ce double symbole. Et si ce n'est pas le cas, on fera ce genre de choses. Alors, je vais faire par exemple 4. C'était quoi qu'on avait? Attendez, je vais regarder un petit peu les fichiers qu'on avait. Voilà, tout ça.
Si je fais count out.txt et je lui dis OK, comme ceci. Il me fait la commande, il me dit OK, d'accord. Maintenant je fais ça, genre je mets un nom de fichier qui n'existe pas. Je fais la commande, bon évidemment ça ne retourne rien, mais vous voyez que là, ça n'a pas affiché le echo. Tout simplement parce qu'on lui a dit en fait via ce symbole que tu exécuteras ce qui suit seulement si le code de retour de ça, en fait, de ce processus qui a pu être lancé grâce à cette commande, te retourne en fait 0, c'est-à-dire te retourne aucune erreur. Donc ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'erreur. Si on veut l'inverse, eh bien on ferait un double pipe comme ceci, et en disant par exemple, alors je sais pas quel message, on pourrait mettre n'importe quoi, je vais mettre problème, voilà. Et là vous voyez, il indique bien l'erreur de retour de la commande pour dire ça c'est la commande 4 telle qu'elle a été programmée, qui indique évidemment voilà, aucun fichier ou dossier de ce type, et le echo a quand même été affiché pour dire voilà il y a eu un problème parce qu'on a utilisé ce type de symbole là. Voilà, alors ça, peut-être que vous en servirez pas forcément, je le donne parce je sais qu'il y a des gens, pas mal, qui veulent aller loin dans les possibilités au niveau du terminal, donc ça vous servira, je sais que pour vous ça vous servira. Si après, encore une fois, vous en servez pas, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il existe ce genre de symbole, ce genre de commande sur un terminal Linux qu'il faut obligatoirement s'en servir. Ça c'est un point aussi que j'aborderai. Il y a plein de commandes, très certainement, que vous n'utiliserez jamais, ou alors tellement peu que voilà, vous les oublierez, et c'est pas grave. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'une chose existe qu'on doit absolument s'en servir ou se forcer limite à l'utiliser parce que ça existe. Si vous n'en avez pas l'utilité précisément, ça sert à rien et c'est pas grave si vous ne l'oubliez, si vous ne vous en servez pas, c'est pas grave du tout. Mais en tout cas voilà, on peut séparer, comme on avait vu, rappelez-vous pour les flux de redirection, la sortie d'erreur standard, la sortie standard et la sortie d'erreur, eh bien on peut ici séparer un retour, donc un résultat suivant le code de retour d'un processus. Donc si un processus n'a pas retourné d'erreur, en utilisant ça, on peut exécuter autre chose. Et si au contraire ça a retourné un code d'erreur, eh bien en utilisant le double pipe, on peut effectuer des actions par rapport au fait qu'il y a eu une erreur. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu la différence entre les deux. Voilà. Donc logiquement, je pense que ça a été suffisamment clair. Et je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il y a encore plein de choses qu'on aurait pu aborder aussi, mais on va la majorité des choses qu'on va voir, je vais les garder pour la vidéo sur les signaux, puisque c'est quand même très lié à ça, parce que vous allez voir que les processus en eux-mêmes, juste ce qu'on a vu là, mais on n'a pas fait grand chose avec, hein, à part de voir de quoi ils étaient composés, comment on peut éventuellement lancer des tâches en arrière-plan. Donc ça c'est peut-être quelque chose que vous saviez pas faire, que maintenant vous avez appris à faire via cette séance. Mais vous allez voir que par la suite, on va manipuler un petit peu ces processus en ligne de commande, en les mettant en pause, en les tuant, donc en faisant en arrêtant des processus, en lançant, en redonnant la main, etc. On va gérer en fait pas mal de choses comme ça via des signaux, donc qui permettront de lancer ces différents types d'actions, et vous apprendrez quelques nouvelles commandes via le terminal pour pouvoir faire toutes ces petites choses là. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur ce cours GNU Linux. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas, faut surtout pas hésiter, il n'y a pas de questions bêtes jamais. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, parce que je fais quand même assez vite dans mes explications pour pas que ça traîne trop en longueur. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires ou sur lesquelles j'ai besoin de revenir en commentaire, n'hésitez pas à demander, hein. Ça ne me gêne pas de réexpliquer certaines choses si vous ne les avez pas bien comprises en vidéo, c'est absolument pas grave, donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou à poser des questions si le besoin s'en fait sentir. A bientôt pour la prochaine vidéo sur ce cours, ciao.